Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici les titres. Les épreuves écrites de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré ce matin au Togo. Ils sont plus de 2000 candidats à la recherche de ce diplôme. Une délégation ministérielle a fait un tour dans certains centres d'écrit de Lomé pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Le Togo se prépare pour le lancement officiel du processus d'élaboration de son rapport sur les droits de l'homme au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel. Les membres de la commission interministérielle de rédaction sont en formation depuis ce matin à Lomé. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara reçoit ce mardi son homologue Laurent Gbagbo, 10 ans après la crise post-électorale. Cette rencontre est considérée comme une étape essentielle au processus de réconciliation nationale. Et puis sport football, le tournoi qualificatif de la Ligue africaine des champions dames. Les amis du monde entrent en lice cet après-midi. Les Togolaises affrontent les 11 sœurs de Gagnoa de la Côte d'Ivoire. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Au total, 2453 candidats au brevet de technicien supérieur BTS composent depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Et pour s'assurer de l'effectivité du déroulement des épreuves, une délégation ministérielle conduite par la directrice de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et le directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement technique a visité 3 centres d'écrit à Lomé. Nathalie Panégué. Dans cette salle du centre d'écrit du collège protestant, les candidats visage couvert de cache-nez sont soumis à la première épreuve, le français. Même constat au lycée de Tokoin Solidarité et au lycée du 2 février à Agbalpé-Dogan. Professeur Larelal, directeur de l'OBTS. Le brevet de technicien supérieur, c'est d'abord un diplôme professionnel. Et de ce point de vue, c'est un diplôme qui prépare donc les jeunes à exercer dans la vie professionnelle. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il est prévu une révision des programmes de BTS, de licence professionnelle et de master professionnel. Nous estimons que à la fin de la révision de ces curricula, il y aura de nouveaux programmes qui seront plus adaptés aux besoins du marché et qui permettront aux jeunes diplômés de s'insérer un peu plus facilement. N'ayez pas peur, on a besoin des techniciens pour le développement du pays. Tels sont les mots d'encouragement de la délégation ministérielle pour ces candidats. Gameti Amandifa, directrice de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils sont au total 2453 candidats répartis dans les centres de Lomé et de Kara. Et ils composent dans 34 filières. À Lomé, il y a 6 centres et à Kara, 2. Nous avons constaté que les conditions sont réunies et l'examen a bien commencé. Les candidats sont sereins et confiants. J'espère tous réussir. L'examen prend fin samedi. Merci à vous Nathalie Panégué. Certains de ces étudiants travailleront bien sûr pour la promotion des droits de l'homme au Togo. Et dans ce domaine, les membres de la commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme sont en atelier depuis ce matin à Lomé. Durant 2 jours, ils vont améliorer leurs connaissances sur le mécanisme de l'examen périodique universel EPU, le suivi des recommandations et la collecte des informations sur les droits de l'homme. Charlotte Arar. Cet atelier organisé par le ministère des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la République va permettre aussi d'échanger sur les recommandations et de procéder à la répartition des tâches. Ceci afin de préparer le rapport pour le prochain examen périodique universel EPU. Akpao Abdou Gafao, directeur de la législation et de la protection des droits de l'homme au ministère des droits de l'homme. L'enjeu, c'est d'élaborer périodiquement des rapports sur les droits de l'homme. Et pour le faire maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a mis en place, par décret en 2018, une commission qu'on appelle la commission interministérielle de rédaction des rapports et de suivi des recommandations sur les droits de l'homme. Et pour l'année en cours, le Togo a élaboré notamment le rapport sur la Convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, le rapport sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et surtout
le 3e rapport du Togo au titre de l'examen périodique universel. Il est nécessaire alors que les capacités de cette commission soient renforcées pour aborder le processus d'élaboration de ces rapports. Le directeur de cabinet du dit ministère, Jerry Adjawe, à l'ouverture des travaux, a salué le PNUD pour son appui et exhorté les participants à bien s'atteler afin de produire à la fin un rapport de qualité. Et toujours dans le cadre des droits de l'homme, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a lancé hier à Lomé le projet Promotion de la résilience des personnes handicapées à la Covid-19 au Togo. L'objectif est de permettre à cette couche vulnérable de la population de renforcer son autonomisation économique en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Au total, 12 groupements sur toute l'étendue du territoire national vont bénéficier de cet appui à raison de 10 personnes par groupement. Madame Bouraïma Adidja Chourout, chef division femmes et enfants et groupes vulnérables à la CNDH. Nous savons que dans cette période de Covid, tout le monde est vulnérable et beaucoup plus les personnes handicapées parce que la plupart de ces personnes handicapées dépendent d'autres personnes alors que les mesures barrières font que les gens ne sont plus autorisés à se frotter. Et également, à cette période de Covid, il y a beaucoup d'activités génératrices de revenus qui ont été suspendues, ce qui rend beaucoup plus les personnes handicapées très vulnérables dans ce contexte. Voici un peu le contexte général, ce qui nous a amené pour réfléchir ensemble et porter ce projet vers les partenaires. On veut les former sur la préparation du savon liquide. Après ce renforcement des capacités, on mettra à leur disposition des intrants par groupement pour leur permettre de faire en quantité le savon liquide et pouvoir vendre sur le marché pour pouvoir résister aux problèmes qu'ils connaissent en cette période de Covid-19. Initié en collaboration avec la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées FETAF et le collectif des associations de lutte contre l'impunité au Togo Cassit, avec l'appui technique et financier de la GIZ au Togo, ce projet est prévu pour durer 4 mois, de juillet à octobre, avec des suivis après cette période. Le coût total s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. Ouverture ce matin à Lomé d'une formation à l'usage du guide pratique de gestion des risques de catastrophes et menaces à l'endroit des élus locaux. Objectif, contribuer au renforcement des capacités des acteurs locaux pour la prévention des risques de catastrophes et la gestion des situations d'urgence et menaces. Sibi Lawson. Pendant 4 jours, ces autorités locales des préfectures du Golfe et d'Aguenivé seront outillées sur leur rôle et responsabilités inscrits dans ce guide. Ils s'approprieront son contenu pour sensibiliser sur la gestion décentralisée des risques de catastrophes. Lieutenant-colonel Yoma Baka, directeur de l'Agence nationale de protection civile. Avec la décentralisation, la création des communes, il était important de partager notre savoir-faire au niveau de la base. Et c'est ce savoir-faire-là qui est contenu dans ce guide. Et dans ce guide, nous avons des phases dans la gestion des situations d'urgence, avant, pendant et après les catastrophes. Qu'est-ce que les élus locaux doivent faire? Et c'est ça le contenu. Il fallait éditer ce guide sur la gestion des situations d'urgence et de menaces. Dans ce contexte marqué par la pandémie à la Covid-19, un tel guide est un outil d'aide à la prise de décision et d'amélioration de la gestion des risques de catastrophes au niveau communal. Yawa Kuigan, présidente de la fêtière des communes du Togo. Les atouts majeurs de la mise à disposition de ce guide, c'est de permettre une véritable coordination de tout ce qui concerne les actions de protection civile sur le terrain. C'est là un bel exemple de gouvernance concertée. La protection civile est du ressort de l'État, mais en réalité, elle se vit dans nos communes sur le terrain. Et donc, le fait que les acteurs locaux soient associés à travers ce guide va faire que nous serons capables, après en avoir pris connaissance, après y avoir entièrement adhéré, nous être appropriés de son contenu, de ce qu'il y a exactement à faire à chaque étape, à la fois au niveau de la prévention, mais également lorsque malheureusement il faut aller en intervention lorsque les situations d'urgence se déclarent. Ouvrant les travaux, le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Akob Imensan, a invité les participants à être assidus pour maîtriser les contours de ce document important et surtout son usage lors de leur prise de décision. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo, première rencontre ce mardi entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo depuis le retour de ce dernier après son acquittement des accusations de crimes contre l'humanité à la CPI. Le rendez-vous entre les deux figures de la scène politique ivoirienne doit se dérouler au palais présidentiel en fin d'après-midi. Au menu des discussions, probablement des sujets d'ordre politique. Geneviève Pognon. C'est l'événement que tout le monde attendait en Côte d'Ivoire. Cette rencontre est considérée comme une étape essentielle au processus de réconciliation nationale que tous les bords politiques appellent de leur vœu. 10 ans après la terrible crise post-électorale, Alassane Ouattara s'entretiendra avec Laurent Gbagbo au palais présidentiel à 17h. Pour l'instant, aucun détail ne filtre sur le contenu de l'entretien à venir. Mais ce ne sont pas les sujets d'ordre politique qui manquent. Au début du mois, Laurent Gbagbo annonçait vouloir saluer les prisonniers d'opinion de tous bords politiques, toujours en détention. La requête refusée par le ministre de la Justice pour raison de sécurité pourrait être remise sur la table. Il y a aussi la situation judiciaire de l'opposant condamné par la justice ivoirienne durant son séjour à la CPI à 20 ans de prison dans l'affaire dite du casse de la BCEAO. Le président Alassane Ouattara avait déjà laissé entendre qu'une amnistie sera possible. Et puis, il y a bien sûr l'avenir politique des deux présidents. On prête au chef de l'État l'intention d'imposer un âge limite de 75 ans au candidat à la fonction suprême qui aurait pour effet d'éliminer de fait les deux hommes. Les deux camps s'évertuent en tout cas à dire que cette première audience joue d'abord en faveur d'une décrispation du climat politique. Merci à vous, Geneviève Bouillon. En RDC, c'est aujourd'hui que les confessions religieuses se réunissent pour désigner leurs délégués à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Selon la nouvelle loi, le président de la CENI ne peut être proposé que par les confessions religieuses. Ces dernières ont jusqu'à mercredi pour déposer les procès-verbaux de désignation à l'Assemblée nationale. La tâche ne sera pas facile suite aux menaces qu'elles disent subir de la part des politiques. En Tunisie, après le limogeage de son premier ministre et de la suspension du Parlement, le président Kais Saïd a annoncé hier le limogeage du ministre de la Défense. La démarche présidentielle reçoit des soutiens appuyés dans la classe politique. La communauté internationale, elle, s'inquiète d'une possible dérive autoritaire. Le secrétaire d'État américain a appelé le président tunisien pour l'exhorter à respecter la démocratie. L'Union européenne invite pour sa part le président tunisien au respect de la Constitution, des institutions et de l'état de droit et a donc évité le recours à la violence. De son côté, l'ONU a recommandé à toutes les parties en Tunisie à faire preuve de retenue, à s'abstenir de toute violence et à garantir le calme. Sport football éliminatoire du mondial 2022, les éperviers du Togo démarrent la campagne en septembre prochain face au Sénégal. Pendant ce temps, le club ami du monde engagé dans le tournoi qualificatif de la Ligue africaine des champions dames fait son entrée en lice cet après-midi. Edo Assignon. Le club féminin champion du Togo entame la compétition face aux 11 sœurs cet après-midi. Après avoir perdu leur premier match, les Ivoiriennes tenteront à refaire une santé face aux filles togolaises. Une rencontre qui ne sera pas facile et le staff des Amis du Monde en est conscient. Il y a des petites erreurs qu'elles ont commises et on les a gagnées. Nous allons nous servir de ces erreurs pour jouer notre match, a déclaré Rebecca Ameyo, coach des Amis du Monde. Selon elle, une ambiance de bon enfant règne au sein du groupe avant la rencontre. Amis du Monde, 11 sœurs de Gagnoa, c'est tout à l'heure à 15h temps universel au stade Robert Chaprou d'Abidjan. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 démarrent en septembre prochain. Les éperviers du Togo qui ambitionnent goûter à nouveau les délices d'une Coupe du Monde joueront en déplacement le 2 septembre le Sénégal. Les hommes de Paolo Duarte recevront ensuite à Lomé au stade de Kégué la Namibie le 6 septembre. En octobre, les éperviers joueront une double confrontation contre le Congo-Brazzaville. Le 12 septembre, ils défieront au stade de Kégué les Lions de la Teranga avant de se déplacer en Namibie le 15 du même mois pour la clôture des éliminatoires. Pour rappel, le Togo est logé dans le groupe H en compagnie du Sénégal, du Congo-Brazzaville et de la Namibie.
John Agoulou Ananié n'est plus président du Kotoko de l'Avier. Il a rendu sa démission ce lundi lors d'une soirée organisée à l'intention des joueurs, staff et supporters des Porcs Épiques, tout ceci pour célébrer la montée du club en première division. Il estime que les objectifs à lui assignés sont atteints. Nous sommes arrivés à Kotoko il y a de cela 3 ans et nous pensons que les objectifs sont atteints, a déclaré John Agoulou Ananié. Pour rappel, Kotoko de l'Avier évoluera la saison prochaine en première division. Pour finir les Jeux Olympiques 2020, la franco-togolaise Clarisse Agbenyinu a décroché ce mardi la médaille d'or en judo. Elle s'est imposée en finale dans la catégorie des 63 kilos. Point final à ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Les épreuves écrites de l'examen du brevet de technicien supérieur BTS ont démarré ce matin au Togo. Ils sont plus de 2000 candidats à la recherche de ce diplôme. Une délégation ministérielle a fait un tour dans certains centres d'écrit de Lomé pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Et puis le Togo se prépare pour le lancement officiel du processus d'élaboration de son rapport sur les droits de l'homme au titre du 3e cycle de l'examen périodique universel. Les membres de la commission interministérielle de rédaction sont en formation depuis ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg